c'est la nature qui met dans nos gènes une violence pour augmenter la sélection naturelle et pour que les mâles dominants puissent davantage se reproduire. Toutes les espèces sont violentes, tous les hommes ont de la violence en eux, et donc comprendre sa propre violence permet finalement de la sortir dans un cadre socio-culturel adéquat. Plutôt que d'essayer de refouler sa propre violence parce qu'elle te convient pas et qu'elle convient pas à ton idéologie et ta vision du monde, il vaut mieux apprendre à la réintégrer pour vivre avec, et c'est seulement en faisant ça que tu as une chance peut-être un jour de la sublimer. Les lois de la nature nous gouvernent en toile de fond, et les ignorer, c'est se faire diriger par. Aujourd'hui, on parle d'un bouquin, c'est Le Principe de Lucifer. Ça parle de dominance, de structure de pouvoir, ça parle d'organisation, de pourquoi l'humain est fondamentalement violent. Donc, est-ce que l'humain est violent par nature, ou est-ce que c'est la culture qui le rend violent? Moi, j'ai l'impression que l'humain a la capacité de faire preuve de violence par nature, et il a tendance à le faire dans certaines situations, mais que la culture rajoute une couche de stress potentiellement qui fait que la violence parfois peut s'exprimer à des endroits où elle n'aurait pas eu besoin de s'exprimer autrement. Genre, Ouais, clairement. Mais les en fait, animaux, ils sont violents quand il faut se battre pour la nourriture et quand il faut se battre pour se reproduire. Mhm. Bah, nous, on est violents à des moments où ça vaut pas le coup, quoi. Ça coûte trop cher d'être violent. Mais en soi, déjà c'est binaire la façon dont je l'ai présenté, c'est-à-dire est-ce que l'humain est violent par nature ou par culture? C'est Enfin, une c'est intro. débile de le présenter comme ça. Bien sûr que la nature est violente, bien sûr que la culture peut l'être. Et ce que tu dis, c'est-à-dire que la culture peut impliquer une violence qui n'est pas nécessaire par rapport à la nature. Ouais. En gros, c'est ce que tu dis, si j'ai bien compris. Mhm. Je vais dire oui et non, parce que en réalité, on est violent pour une bonne raison à la base, c'est pour augmenter, c'est la nature qui met dans nos gènes une violence pour augmenter la sélection naturelle et pour que les mâles dominants puissent davantage se reproduire. Mhm. C'est comme ça que ça marche chez les primates, c'est comme ça que ça marche chez les rats, c'est comme ça chez toutes les espèces et même chez l'être humain, on est voué à la base. C'est pour ça que bon, tu remontes il y a quelques milliers d'années et puis encore maintenant dans certains endroits du globe, il y a un mâle alpha qui a 15 femmes, en gros. Mhm. Et dans les tribus de primates et tout ça, c'est le mâle dominant qui reproduit et qui finalement pond dans la plupart des ventres, qui occupe l'espace justement parce que il a des gènes plus avantageux, donc c'est important qu'il se reproduise pour favoriser la survie de l'espèce. Et donc quand tu me dis la culture peut entraîner une violence qui n'est pas nécessaire, en réalité c'est une violence qui est toujours drivée en toile de fond par cette volonté de dominance. Et cette volonté de dominance, elle est importante à un endroit parce que elle permet une sélection naturelle au niveau des gènes et de la culture, a posteriori, on le verra après, et de la culture qui permet justement une dominance de la part de personnes qui ont des bonnes raisons de dominer. Et voilà, et qui vont pouvoir assumer une position de dominance, avec tout ce qu'elle implique de stress, de risque et de danger. C'est ça. Mais même, je ne juge pas sur le fait que ça soit une violence nécessaire ou pas nécessaire. En fait, la nature est comme elle est au bout d'un moment. S'il y a de la violence, c'est pour une bonne raison. Le tout, c'est de Oui, comprendre bah, pourquoi en elle est fait, là. Et l'auteur du bouquin, il s'appelle Howard Bloom. Et justement, lui, il explique que la violence émane en grande partie de la nature et de cette volonté de dominance hiérarchique pour qui a un intérêt finalement pour l'espèce. Tu vois. bah, l'idée, c'est que là, du coup, dans cette vidéo, on va essayer de pas être dans le jugement de valeur, de pas être dans l'affect, et on part du principe que, bah, enfin, on veut vous démontrer et expliquer que dans la nature, le principe de justice, le principe d'égalité n'existe pas, que la nature s'en fout littéralement, et que si la survie de l'espèce, la pérennité de l'espèce doit passer par de l'injustice, de la souffrance et des choses horribles, et ben, soit. Et nous, on est là à s'indigner, et, à s'offusquer, mais c'est juste depuis qu'on a rajouté une surcouche de morale, quoi. Mais la nature ne connaît pas ça. Mais en même temps, d'un côté, c'est très bien. Ça veut dire que la culture, c'est une volonté de diminuer la violence. Et en fait, c'est très cool ça, parce que franchement, Oui, le vivre il y problème, a c'est des quand ça se milliers fait au d'années. détriment de la sélection naturelle et donc de la stabilité du génome. Quand on va un peu trop loin dans le process, genre l'expérience qu'on vit en ce moment, tu vois, en Occident. Mais de toute façon, même pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. C'est-à-dire que si on va trop loin dans une idée qui est mauvaise, au bout d'un moment, il y a une sélection naturelle qui va se refaire au niveau des idées, Mhm. et il y a un effondrement qui va se faire et une purge du système. Et donc, il n'y a même pas besoin de s'inquiéter. La nature fait très bien les choses, quoi. Elle C'est-à-dire s'autorégule qu'un très bien, truc ouais. totalement dégénérescent finit par crever à un moment. Alors, en Occident, ça met un peu plus de temps à mourir parce que l'abondance de ressources fait que.
Mais en fait, la nature fait très bien les choses à cet endroit-là, et donc si jamais on est complètement dans l'erreur et dans le mur et qu'on est dans une idéologie totalement mortifère, bah la nature fait bien les choses et au bout d'un moment, les ressources s'effondrent, donc il y a une sélection naturelle qui se refait, il y a des nouveaux dominants avec des idées qui sont meilleures qui se mettent à la tête du pouvoir et ainsi de suite. Et la vie fait bien les choses en fait à cet endroit-là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ça, selon moi, tu vois. Euh, je veux développer un peu là-dessus, parce que moi, c'est quand j'ai compris, intégré, réalisé et intégré là ce que tu viens de dire il y a, je pense, 2-3 ans, je me suis vraiment détendu sur plein de trucs. Et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui s'offusquent un peu de tout ça, que ça énerve et qui sont dans la réaction par rapport à tout ça, par rapport à la dégénérescence ou par rapport à tous les délires progressistes qu'on vit en Occident. En fait, il n'y a pas à s'inquiéter parce que, comme tu viens de le dire, la nature s'autorégule toujours à la perfection. Et à la fin, ce qui n'est pas utile ou ce qui ne va pas dans le sens de la sélection naturelle et de la survie de l'espèce disparaîtra, première Mhm. chose. Et deuxième chose, souvent ces mêmes profils qui surréagissent vis-à-vis de tout ça sont parfois ceux qui veulent monter dans l'échelle sociale, qui veulent réussir, qui ont plus d'ambition, ceci, cela, et qui du coup aspirent à occuper des places de dominance hiérarchique dans une échelle de dominance hiérarchique, dans une pyramide de dominance. Le truc, c'est que avant de viser une place dans l'échelle de dominance hiérarchique, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on est prêt à assumer soi-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on est fait et quelle est véritablement notre place? Ça aussi, ça permet de se détendre pas mal. Hein, quand on est là, on se dit, ouais, moi, je veux être un boss, je veux avoir 3 sociétés et avoir 5000 salariés et avoir des responsabilités, du pouvoir, du En fait, machin. tout le monde n'est pas fait pour avoir ces épaules-là. Voilà. Enfin, tout le monde n'a pas ces épaules-là. Et dans une société où tout est de la construction sociale, où on vend que tout est de la construction sociale, et en fait, si tu veux, tu peux, et il suffit de te démener, de travailler tous les jours et te lever à 5 heures du matin pour y arriver, bah alors on pense que tout le monde a les épaules pour. Non, il y a des facteurs biologiques, tout comme tu ne peux pas être une Usain Bolt même si tu t'entraînes 18 fois par jour. Mhm. Bah, c'est pareil, il y a des strates dans la société que tu ne pourras pas occuper. Et en fait, c'est très bien parce que si tu les occupes et que t'as pas l'énergie pour, tu t'endettes et tu finis par payer ta dette. Et donc, ça Ouais, peut être une dépression, un burn-out, ça peut être enfin, ça peut être un ça peut faire suicide, très ça peut mal. être parce que t'es pas prêt, t'as une charge allostatique qui est Mhm. trop élevée, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ta capacité à encaisser le stress, il y a une limite et si tu dépasses cette limite, qui est la charge allostatique, qui parle de ça, Ouais, alors bah, tu finis par t'effondrer. ouais. Tu vois, c'est marrant comme le profil un peu libéral économiquement, entrepreneur et un peu droitardé a très bien compris que l'égalitarisme n'existe pas, ça l'arrange bien à l'endroit de l'avoir compris, parce qu'il se dit on n'est pas tous égaux et moi je mérite mieux et c'est normal que je veuille plus. Mais par contre, il l'a pas compris quand il s'agit de se poser la question de savoir si lui, il peut ou pas assumer un rôle de dominant. Il veut surtout pas le voir à cet endroit-là, qu'il est pas capable. Donc Mhm. vraiment, réaliser ces deux choses, ça permet de souffler un bon coup, d'arrêter d'être dans la réaction et de s'énerver de tout, et d'arrêter de se mettre une pression de malade et de vouloir toujours donner le meilleur de soi-même pour être au top. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est trop exigeant. Mhm. Bah, donner le meilleur de soi-même, pour moi, c'est bien, mais pas au dépend de soi-même, justement. Voilà, voilà. C'est juste ça la limite, mais c'est une limite qui est fine et la plupart des gens ne sont pas suffisamment à l'écoute d'eux-mêmes pour pouvoir tilter et comprendre cette limite, tu vois, de qu'est-ce que c'est. Et puis si vous avez envie de faire autre chose que de donner le meilleur de vous-même, faites donc, tu vois, c'est pas. Ouais. Mais voilà, donc globalement, lui, l'auteur penche plus sur le fait que c'est la nature qui crée la violence que la culture, euh, même si Vas-y, vas-y, vas-y. même si la culture crée des dégénérescences qui mènent à une violence parfois extrême, parfois même. En fait, ce que j'ai vraiment compris dernièrement, c'est que le seul moyen de contrer les lois de la nature, c'est par une idéologie suffisamment puissante. C'est-à-dire Oui, que tu mais arrives maintenir cette et, idéologie puissante, ça demande toujours plus d'énergie. ouais, ouais, ouais. Mais ça n'empêche que ça marche parce que, tu vois, on dit une espèce est faite pour se reproduire et pour maximiser la diffusion de ses gènes et tout ça. Mhm. Ouais, mais du coup, pourquoi il y a le suicide? Tu vois? Pourquoi c'est des anomalies en réalité. Bah, c'est Mais la c'est guerre des de la anomalies qui mimétisme n'en contre la sont génétique. pas, puisque d'une certaine façon, ça permet de tuer les gens plus faibles. Ce qui est triste hein, d'un côté. Moi, je préfère que les gens se suicident pas. Hein. Mais ça n'empêche que
bah il y a un avantage d'un point de vue biologique que certaines personnes, les gens qui n'ont pas une biologie suffisamment Adapté aux forte, contraintes de l'environnement. ouais, et qui ont genre qui sont trop dépressifs, qui sont trop comme ça, ne transmettent pas leurs gènes en fait à un endroit. Parce que bah tu transmets, il y a une héritabilité pardon dans le stress, dans tout ça, et donc il y a des facteurs qui sont transmis, qui sont parfois difficiles de s'en dépêtrer, et en réalité tu te retapes l'héritage biologique de tes parents avec des dépressions, des traumatismes qui sont transmis avec du transgénérationnel et tout ça. Et donc c'est difficile parfois il y a des individus, ils naissent, il y a un endroit, ils sont presque condamnés quoi. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est Disclaimer un truc. là-dessus, si ça vous choque, ce qu'on peut dire, bah, dites-vous que là, on essaye de parler sans affect et d'analyser les choses froidement. Mhm. De regarder les lois de la nature, nous, on n'a pas de valence positive ou négative sur ces lois de la nature, quoi. Euh, Ouais, non, mais et vraiment, l'égalité, ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'existe pas à la base. Si t'es pas heureux, au point que tu finis par te donner la mort, bah, du point de vue de la nature et de l'espèce, ça s'appelle du tri, en fait. C'est terrible, c'est froid, quoi. Mhm. Ouais, 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 clairement. Et donc, la seule façon d'aller à l'encontre de lois biologiques, c'est de l'idéologie, parce que, par exemple, tu peux voir avec des trucs comme Les terroristes. Festinger, par exemple, qui étudiait les sectes et tout ça, avec 1000 mecs qui se suicident d'un coup parce que le dieu a dit que machin, le prophète a dit que. Et donc la seule façon d'aller à l'encontre de ces lois, c'est finalement une idéologie. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que une grande partie de la souffrance humaine est due à l'absence d'écoute de ces lois biologiques. Et parce que c'est comme les lois biologiques, il faut les brosser dans le sens du poil à un endroit. Je prône pas la violence de la biologie, je prône pas tout ça. Mais si jamais tu te dis, par exemple, moi je ne suis pas violent, moi je n'ai pas de violence en moi je suis quelqu'un de... Bah, en fait, quand tu regardes la nature, toutes les espèces sont violentes, tous les hommes ont de la violence en eux, c'est pas pour autant que tu vas l'exercer. Et donc, comprendre sa propre violence et la nommer, aller la regarder, tout ça, qui se fait très bien dans un travail de thérapie, d'introspection ou dans d'autres cadres, permet finalement de la sortir dans des endroits ou dans un cadre socio-culturel adéquat, finalement. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les lois de la nature, parce que ça permet de mieux nous comprendre et du coup mieux nous traiter. Parce que juste si on est en rejet de notre propre violence, bah on finit par la faire sortir, mais à notre insu. Et là, on devient vraiment très violent, en fait. Avant de continuer dessus, parce que ce sujet, on voulait le développer de base, finalement, il y a pas mal d'endroits où on pourrait considérer que la culture est violente, où en fait la culture est violente, mais pour donner un cadre pour que la violence puisse s'exprimer, justement. La culture s'est bâtie sur un socle biologique évolutionniste où il y a de la violence, et donc elle a offert un cadre, elle a permis de structurer cette violence et d'éviter qu'elle puisse s'exprimer, mais sans être trop destructrice, quoi. Et tu regardes Fight Club, c'est ça en fait. Ouais, clairement. Et sur ce que tu étais Et en train de puis, développer là, finalement, c'est la lutte perpétuelle entre la génétique et la mémétique. ouais, j'allais là-dessus. En fait, ce qu'on a observé, c'est il y a une sélection naturelle au niveau des gènes, d'abord, à travers l'espèce humaine, il y a une sélection avec les gènes, et au fur et à mesure, il y a une surcouche qui s'est mise par-dessus, c'est la culture. Et en fait, la culture est venue remplacer finalement celui qui contrôle le plus de personnes, c'est celui qui sait contrôler l'idée, qui sait contrôler le mot. Ouais, parce qu'elle circule Contrairement plus à vite. avant, où c'est celui qui était le plus fort. En réalité, pendant très longtemps, c'était celui avec le plus de testo, Ouais, le plus de capacité de violence et d'agressivité. Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, désormais, il y a une sélection naturelle qui se fait au niveau de la culture. Justement parce que c'est les cultures qui vont rentrer, c'est des super-organismes, l'auteur appelle ça comme ça, des super-organismes qui vont rentrer en concurrence entre eux pour essayer d'avoir justement, comme on l'observe par exemple dans un poulailler où les poules vont manger du grain dans l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité. Il y a d'abord de l'agressivité quand tu mets des poules entre elles qui se connaissent pas, puis elles établissent un ordre hiérarchique avec cette poule est plus forte que celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Elles vont manger du grain dans l'ordre hiérarchique. Et comme les poules s'organisent de cette façon, les différentes cultures, les différents mèmes, en fait, s'organisent de cette façon avec ce mème agresse cet autre mème, puis il y a un ordre hiérarchique qui se met en place, quoi, clairement.
Et finalement, pour pas consommer trop d'énergie justement, la position hiérarchique va plutôt être respectée pendant de longues périodes. Et il y a des périodes où tu introduis des nouveaux facteurs, une énergie en plus, par exemple dans un environnement comme on a pu voir par exemple en Angleterre avec l'invention de la machine à pas de la machine à coudre, mais de la machine à tisser qui a permis finalement de produire. Les Anglais faisaient partie de ils étaient 2% de la population mondiale et produisaient 40% du coton. Et en fait, ça permet d'habiller l'entièreté de la civilisation. J'ai peut-être une coupure d'électricité, moi. Ah non, c'est bon. Ça permettait Habillé. d'habiller l'entièreté de la civilisation et donc d'être dominant finalement, puisque du coup il y a eu une abondance de ressources. Cette abondance de ressources a rebattu les cartes au niveau de, et il y a eu la machine à vapeur aussi. Ils ont dominé sur le terrain du chemin de fer, donc l'énergie circulait plus vite. Et donc, il y a eu l'empire anglais qui a pu dominer grâce à cette abondance énergétique. Elle a pu avoir ses colonies, elle a pu conquérir une grande partie, elle a pu résister à Napoléon, elle a pu avec Waterloo et tout ça, bref. Et donc, il y a eu ce rebattage de cartes, mais une fois qu'il y a ce rebattage de cartes, ça bouge plus après. Il y a un truc où ça se stabilise. C'est pour ça que chez les poules, par exemple, on voit une hiérarchie qui ne bouge plus jusqu'à ce que tu remettes une nouvelle poule, c'est-à-dire ou que une des poules puisse s'abreuver en énergie et devenir plus forte, et donc elle va être plus agressive, ou on peut lui remettre injecter en même question l'ordre établi. Ouais. on peut lui injecter de la testostérone. Si on injecte de la testostérone à une poule, elle va être plus agressive et donc elle va J'ai envie rebattre d'essayer. T'as dit quoi? J'ai envie d'essayer. Elle va rebattre les cartes de la dominance hiérarchique. Elle va se mettre à dominer. Elle va se mettre à beaucoup plus dominer et tout ça, indépendamment de sa force. C'est ça qui est fou. C'est que le boost de testostérone amène à plus de violence, et la violence indépendamment de la force. C'est-à-dire que on lui a pas donné plus de force, en réalité on lui a donné plus de testostérone et Ouais. pourtant elle va plus dominer La parce qu'elle va testo être est plus censée agressive. augmenter un petit peu sa force physique, mais la corrélation n'est pas parfaite, je pense. Ouais, et je pense surtout que ça augmente la confiance en soi à un endroit, et Oui, donc ta capacité à être agressif, t'as oui. moins de peur de mourir. Enfin, on l'observe chez les espèces et tout ça, les Euh, jeunes mâles finissent plus les jeunes mâles, les jeunes humains finissent plus en ils ont prison oui, parce qu'ils ont plus de testo. plus Mais bref, donc d'accidents, plus de si fractures. jamais tu amènes dans ce poulailler plus d'énergie, une poule en plus, bah, alors il y a un rebattage de cartes et il y a une nouvelle ordre hiérarchique qui se met en place. Et on l'observe donc à la fois au niveau des gènes, ça à la base, et au niveau de la culture maintenant, avec par exemple les États-Unis qui ont dominé pendant longtemps, avec là un petit effondrement qui est en cours, et donc ils essayent d'aller choper de l'énergie ailleurs pour pouvoir maintenir leur Oui. dominance Et donc ils se hiérarchique. montrent plus agressifs parce qu'ils veulent pas perdre la face, ils veulent Ouais, pas perdre leur dominance. ouais, clairement. Il Et y a donc on l'observe à tous les niveaux ce truc-là, et c'est super, je trouve ça Non mais passionnant. ces personnes-là, c'est le rabbit hole ultime en fait, quand tu plonges là-dedans. Moi, j'ai pas lu ce livre, je vais le lire absolument, c'est sûr. Mais tout ce dont il parle dedans, j'en ai entendu parler depuis 10 ans. Je me suis ouais, intéressé et formé à tout ça. Et c'est ça, moi, qui m'a fait le plus exploser le crâne, quoi. Je voulais développer un exemple de ce que tu viens de dire là, par exemple l'exemple du poulailler, mais à une autre échelle, et relié avec les travaux de Laborie. Laborie, dans ses bouquins, il dit que autrefois, l'échelle de dominance hiérarchique se faisait en fonction de la capacité à faire preuve d'agressivité et de violence. Donc c'était directement lié à des caractéristiques génétiques, et uniquement génétiques, testostérone, etc. Aujourd'hui, il dit que l'échelle de dominance hiérarchique s'organise en fonction de la complexité de l'information que les gens sont capables de maîtriser. Et donc là, on est purement sur de la mémétique, on est sur de la culture. Par exemple, quand il a écrit ses bouquins dans les années 70-80, bah, on était à l'aube d'une ère où ceux qui allaient gagner le plus d'argent et donc dominer, c'était ceux qui allaient être dans l'industrie de pointe, dans les débuts de l'informatique, etc. Et ben là, je trouve qu'on est à la fin de cette ère où jusqu'à il y a encore quelques années, ceux qui avaient le plus de pouvoir économique ou le plus de facilité à le développer, à créer des outils, des logiciels, etc. C'était l'ère du logiciel. Il y a des boîtes qui ont bâti des fortunes sur de la vente de logiciels. Eh ben, elle est en train de se terminer cette ère depuis que l'IA est arrivée, parce que l'IA vient rebousculer l'ordre établi. Et Remettre de aujourd'hui, l'énergie. là où les mecs qui étaient le plus en position de dominance hiérarchique parce qu'ils avaient le plus de capacité à gagner de l'argent, c'était des développeurs, des gros cerveaux, des gros techos qui étaient capables de maîtriser des outils ultra complexes. Ben aujourd'hui, un créatif comme moi, qui est incapable de se concentrer plus de 10 minutes, mais qui a des bonnes idées, peut injecter des idées dans Claude Code, et Claude Code va compenser
mon manque de capacité à maîtriser de l'information complexe. Et donc, ça rebat les cartes, et donc, ça va remettre de la violence dans le système. Ouais. Et je pense que ça, Laborie aurait adoré assister à ça de son vivant pour écrire un bouquin là-dessus, quand même. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le progrès technologique est exponentiel, donc on peut observer beaucoup plus en direct l'évolution C'est fou, avec ouais. l'injection d'énergie via une nouvelle technologie qui injecte de l'énergie globalement et qui rebat les cartes de la dominance hiérarchique, qui fait que les dominants deviennent plus agressifs parce qu'ils se disent putain, mais en fait, je commence à trembler des genoux, je vois que les jeunes singes du bas de la tribu commencent à se réveiller. C'est ça. Et donc, je deviens plus agressif pour essayer de maintenir mes positions. Genre Sauf que avec l'euro numérique. les jeunes singes s'allient et arrivent à détrôner le mâle, finalement le mâle dominant à un endroit. Tu vois. D'ailleurs, s'il y a des jeunes singes là qui veulent s'allier, moi ça m'intéresse. Donc c'est pour ça pour moi, on va voir un bon gros retour de l'agressivité et aussi de la coopération, parce que comme le dit François Rodier, en temps de guerre, en fait, en temps de conflit, les gens coopèrent davantage parce qu'il y a une manque de ressources et qu'en fait, en temps de paix, on peut être individualiste parce qu'il n'y a pas besoin en fait, la coopération n'est pas une nécessité en temps de paix, elle l'est en temps de guerre et de conflit. Eh oui, Euh, sinon c'est tout le et monde qui s'entretue, et bon là, l'espèce entière est perdante, quoi. voilà, c'est ça. Et donc à ce niveau-là, on va voir un retour de l'agressivité en fait, on est en train d'assister à Ouais. ça. Euh, et c'est intéressant parce que dans le bouquin, là je vais un peu passer du coq à l'âne, mais il parle de plein de trucs. Il parle de justement, en réalité, ce conflit à la base, il est pour les femelles. C'est-à-dire que tous les peuples, pendant très longtemps, on allait conquérir un endroit et on allait finalement prendre les femmes et tout ça. Ce qu'on observe par exemple chez les langurs gris, je crois que ça se dit comme ça, c'est les petits singes. Je vais vous montrer une image si vous voulez. Hop, c'est ça. C'est Très ce bien. petit truc. Hop là. Chez les langurs gris, on observe que par exemple quand les mâles, les nouveaux mâles, les petits genoux arrivent et défoncent le mâle dominant, en fait le mâle dominant a toutes les femelles quasiment, enfin une bonne partie. Et donc qu'est-ce qu'ils font? C'est très barbare, tu vois, et c'est là qu'on voit que la nature est très barbare. Quand ceux qui idéalisent la nature avec le paradis perdu, tout ça, non, 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 franchement, on est bien maintenant en vrai. Euh, les langueurs grises, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tous les bébés singes et enfin là c'est bien, ils les tuent, mais ils les explosent. Il les tue. Pourquoi? Parce que en fait, pendant que la femelle allait, et chez les humains c'est pareil, elle produit, la femelle ou la femme produit de la prolactine, donc c'est une hormone justement pour produire le lait, si je dis pas de bêtises. Les biologistes me corrigeront si jamais je fais erreur. Elle produit de la prolactine et ça empêche finalement la fécondation. Sinon, ça serait trop épuisant pour la femelle de devoir finalement, dès que t'as fini, Mais multitâche, quoi. enfin, tu peux déjà avoir un enfant dans le ventre alors que tu es en train Non, d'allaiter. C'est pas ce qui bug. c'est trop épuisant en fait pour la La biologie. nature a tout Euh, prévu. donc les lapins doivent avoir un cycle de prolactine très court pour se reproduire aussi vite, ou les chats pareil. Et donc les langurs gris vont buter finalement ces petits singes pour pouvoir Ouais. arrêter la prolactine et permettre de s'accaparer à nouveau les ventres finalement. Et c'est ce qu'on observait dans plein de civilisations qui tuaient les bébés et qui gardaient les femmes. Ils tuaient les hommes, ils tuaient les bébés et gardaient les femmes en fait. Parce que en fait, peut-être que inconsciemment on savait, comme les langurs gris le savent, finalement que buter les petits singes, c'est un intérêt biologique pour remettre en place un nouvel ordre hiérarchique avec des nouveaux ou un nouveau mâle dominant qui va aller féconder la plupart des singes, quoi. Et ça, je trouve ça passionnant. En fait, il y a plein de lois biologiques comme ça qui nous gouvernent en toile de fond. Il y a l'effet, comment s'appelle l'effet avec le rouge à lèvres? Lipstick. Ok. Et ben cet effet, bon, si tu veux le décrire comme ça, Bah, l'effet lipstick, c'est en gros que c'est le un temps effet qui passé. fait que tu vas investir sur de la cosmétique en temps de guerre. Voilà. Ceci n'est pas un En conseil en gros, investissement. ceci n'est pas ça. En situation de tension et de guerre, les femmes ont tendance à passer plus de temps et d'énergie à se maquiller, à se faire belle, à dépenser en frais de représentation pour augmenter leur valeur en fait sur le marché sexuel. Et cette thèse-là permet de comprendre pourquoi, bah,
en temps de crise, des entreprises qui vendent des cosmétiques ne vont pas. On pourrait penser que ce qu'elles vendent, c'est pas indispensable parce que c'est pas de l'énergie ou de la nourriture. Mais si, en Ouais. fait. Les frais de représentation, dans une optique d'être plus attractif pour avoir plus de chances de se reproduire, inconsciemment, c'est indispensable. Et donc demain, si c'est la crise, je vendrai pas mes actions L'Oréal. Bon, j'ai pas d'actions L'Oréal parce que L'Oréal, ils ont un peu go woke et qui go woke go broke, donc j'ai pas de L'Oréal, mais vous avez compris l'idée. Et c'est totalement contre-intuitif. Si tu Ouais. comprends pas la psychologie évolutionniste et que tu refuses de t'y intéresser parce que tu es un idéologue qui veut de l'égalité, de l'égalitarisme partout, bah, tu passes à côté de ça. Alors que c'est Alors que, important quand même. alors que, en fait, ce qu'on observe, c'est que même en cas de denrées alimentaires, de manque alimentaire, finalement, quand on laisse de l'argent, quand on envoie de l'argent, par exemple, dans des pays plus pauvres, directement, on voit que les femmes investissent justement pour le fait de se faire belle et donc d'être conquises et donc d'avoir. En fait, ça augmente même leur chance de survie en réalité. Le calcul est bon et c'est ça qui est ouf, c'est que le calcul est bon, mais aucune femme va te dire oui, je me maquille pour être plus attirante biologiquement afin d'avoir le mâle dominant et d'être en position hiérarchique dominante et d'avoir des petits qui seront protégés et personne n'en a conscience directement comme ce truc de les hommes à table mangent plus de viande s'il y a des femelles qui sont enfin Tu sais que des mec, femmes en maintenant que je le l'occurrence. sais, je m'observe et je me vois faire. Je me vois manger plus et je me dis putain. Ben voilà, c'est ça. C'est les hommes vont plus manger Il y a s'il y a eu. des femmes qui sont en possibilité de s'accoupler, c'est-à-dire qui sont fertiles et qui sont à un âge où on peut se reproduire et tout ça. C'est une façon de montrer ta place dans la dominance hiérarchique. Regardez, moi je suis capable d'encaisser tant de nourriture. C'est très primitif, oui. Personne ne va te dire, moi je mange plus de nourriture en présence de femmes. Et pourtant, ce qu'on observe au niveau des études, c'est que ça se passe comme ça. Mm. Donc les lois de la nature nous gouvernent en toile de fond et les ignorer, c'est se faire diriger par. Ça ne veut pas dire que quand on les connaît, on arrête de se faire diriger par, mais au moins on peut reprendre un petit peu de pouvoir parce que la connaissance permet quand même de Faut qu'on aille contrecarrer là-dessus un là. petit peu des lois de la nature, quoi. Faut qu'on aille là-dessus après, mais je voulais d'abord développer un exemple pour illustrer ce que tu as dit avant. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a énormément de femmes ukrainiennes qui ont fui et qui ont été accueillies dans des pays occidentaux d'Europe de l'Ouest. Mhm. Et du coup, elles étaient particulièrement apprêtées et elles investissaient particulièrement sur les frais de représentation parce qu'elles venaient d'un pays en guerre et qu'elles étaient en détresse et qu'il fallait absolument qu'elles soient séduisantes et qu'elles trouvent un partenaire. Ce qui a provoqué une vive réaction de rejet et de jalousie de la part des femmes d'Europe de l'Ouest. Et il y a eu de réactions de rejet de la part des femmes Mhm. locales qui étaient tiraillées entre leur espèce de désir d'avoir des pensées précieuses et de dire on accueille tout le monde, machin, on accueille les étrangers, sauf que là, en fait, c'était des femmes séduisantes, blondes, maquillées, et donc ça a posé problème parce que ça représentait une concurrence pour elles. J'ai trouvé ça très intéressant à l'époque. Sur le fait plutôt que d'essayer de refouler sa propre violence parce qu'elle te convient pas et qu'elle convient pas à ton idéologie et à ta vision du monde, parce que ton Mhm. petit mental voudrait être le monde idéal, bah, il vaut mieux C'est de la toute puissance. voilà, déjà, il vaut mieux apprendre à la réintégrer pour vivre avec. Et c'est seulement en faisant ça que tu as une chance peut-être un jour de la sublimer et de pouvoir vivre en fait. J'ai envie juste de pouvoir vivre et pas juste être en mode survie en train de lutter contre toi-même, essayer d'étaler de la vertu et laisser. Mais en fait, en réalité, et c'est ce que dit Nietzsche, je saurais plus le formuler comme il le dit, mais c'est le faible a besoin de la morale pour contrer le fort. Et en réalité, il le fait au nom du bien, au nom de la vertu. Et c'est ce que dit aussi Howard Bloom, où justement la vertu en réalité, en général, est dirigée en toile de fond par des lois biologiques. Et cette volonté d'égalité est généralement vue par ceux qui sont en bas, puisque ceux qui sont en bas n'ont pas d'autre façon que de prôner une égalité mortifère, selon moi, pour pouvoir monter dans l'échelle hiérarchique de dominance. Et donc, si on n'a pas conscience qu'on est drivé en toile de fond par ça, on peut dire moi je suis vertueux, moi je suis vertueux. Non, en réalité, c'est juste que ta façon d'accaparer de la dominance, c'est par cette vertu. Et je dis Ouais. pas que toute personne qui est vertueuse à cet endroit-là cherche de la dominance et tout ça, mais ça n'empêche qu'il y a une bonne partie, soit des pays, soit donc des super organismes, soit des individus qui annoncent une certaine vertu alors qu'en réalité ils veulent juste une Ouais. dominance. Ce qui est fou, c'est que finalement la culture s'adapte assez vite pour qu'on puisse combler nos besoins biologiques, puisque aujourd'hui le fait d'étaler de la vertu est même devenu un moyen de monter socialement. Bah oui, oui. Puisque, par exemple, t'es écrivain.
t'es chanteur ou acteur. Si t'étales de la vertu, bah, tu vas être invité sur les plateaux télé et donc tu vas pouvoir avoir de l'audience et faire ta pub et gagner plus d'argent et avoir une meilleure Et position avoir dans un l'échelle de dominance rôle de hiérarchique. dominance, tu Et vois. Ouais. tu vas faire comme Renault, le chanteur. À l'époque, Renault, ils s'étaient acheté une super voiture de luxe, mais il n'osait pas se montrer avec parce que son public n'aurait pas compris puisqu'il il étalait de la vertu de gauchiste. Enfin Ouais. bon, Bah, moi, le paradoxe le plus total, alors je défends pas les droitards parce que j'attaque les gauchistes, hein, mais j'attaque les gauchistes parce qu'ils sont attaquables aussi. Le côté du gauchiste de je suis justement à un endroit de dominance hiérarchique et je prône la vertu morale de payer plus d'impôts, de tout ça. c'est Et en presque du réalité, fitness, quoi. moi, j'ai une fortune qui me permet de vivre allègrement, paisiblement, et je ne donne pas proactivement ma fortune. C'est-à-dire que je prône un État socialiste sans pour autant proactivement aller donner de mon temps, de mon énergie, de mon argent. Bon, ceux qui sont alignés à cet endroit-là, je les critique pas. Je critique les gens qui ne sont pas alignés sur leur idéologie. Et quand je vois moi les personnes, il y a des personnes que je connais qui font de l'optimisation fiscale et derrière qui votent socialiste, je dis mais attendez, mais vous voulez payer plus d'impôts ou moins d'impôts, tu vois? D'un côté ils annoncent une vertu, de l'autre côté ils dévient et ils essayent de faire de l'optimisation fiscale. Bref, c'est un niveau de dissonance cognitive Tout ça qui est selon moi parce que, abyssal. tout ça parce que à la base, pour des raisons idéologiques, il y a eu refus de sa propre violence et refus de sa propre agressivité et refus de sa propre volonté à exercer de la dominance. Mhm. Ouais, clairement. Terrible. Alors Mais non, que mais, et puis même, non, mais parce que c'est même pas qu'un refus, c'est aussi un confort parce que c'est leur façon d'exercer de la dominance, tu vois. C'est-à-dire que justement, toute leur audience, quand je vois Squeezie qui s'annonce être socialiste, alors que le mec ne sait pas le prix d'un ticket de métro et qui roule dans une voiture qui coûte 300 ou 400 000 euros, un truc du genre, bah mon pote, c'est facile d'être socialiste, tu vois. Genre au bout d'un moment, commence par donner toi ton argent, tu vois, et après on en reparle, tu vois. c'est terrible. Parce que quand tu prends à quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois ou 4 000 euros, la moitié de son salaire, c'est pas pareil que quand tu prends un mec qui fait 200, 300, 500 000 euros par mois et qu'on lui prend la moitié, quoi. En fait, le mec, ça lui changera son train de vie parce qu'il y a des seuils à partir duquel, Oui, mais c'est à quand même partir très duquel mal. ça changera. Oui, ça fait quand même très mal. De toute façon, moi, je suis pas pour ça, en fait. Non, En mais je réalité, sais. je suis juste Et puis de toute contre façon, celui qui gagne globalement 300 000, l'imposition totale, en fait. celui qui gagne 300 000, il a évidemment les moyens de payer un mec qui va lui éviter de payer la moitié, mais qui va lui permettre, avec des trucs très compliqués et très chiants, très casse-tête, de payer que 20%. Ouais, c'est ça. Ce qui crée de l'emploi. Ouais, ouais. Enfin, c'est creuser des trous et reboucher-les en fin de journée et j'aurais créé de l'emploi, quoi. Ouais, Ça ouais. sert à rien. Euh, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit avant, sur l'individu qui, parce qu'il est, ah, voilà, l'individu qui critique l'agressivité et la violence chez le dominant, parce que lui est dans une position de dominer, et qui ne se rend pas compte qu'en fait, c'est surtout, bon, parfois c'est parce qu'il n'avait pas intrinsèquement les compétences et l'habileté et la génétique pour être en position de dominance, ok, mais il y en a certains qui auraient pu bien s'en sortir, se gratifier dans la vie, mais parce qu'ils ont refusé d'intégrer leur propre violence et leur propre agressivité, eh ben, ils n'ont pas pu s'élever hiérarchiquement, et donc ils peuvent pas être dans la position de ceux qui critiquent tant. Donc en fait, c'est peut-être une forme de jalousie au fond, Bah, c'est une qu'il forme n'est de pas conscientisé. ressentiment. Il y a Le Weber, ressentiment. Max Weber, ouais, qui parle très bien de ça dans L'homme du ressentiment, et qui explique que justement, il y en a beaucoup qui sont dans ce ressentiment, ce sentiment non digéré, et qui prônent la vertu, alors qu'en Hmm. réalité, bah, c'est pas vraiment de la vertu, c'est de la jalousie déguisée sous vertu morale et tout ça. Il y a un truc qui est intéressant au niveau de ce dont parle l'auteur, et je vous invite à aller lire le livre parce que c'est vraiment passionnant. Il parle dans la dominance hiérarchique, ce qu'on observe, c'est que donc celui qui est dominé va un peu économiser son énergie parce qu'il a moins accès à de l'énergie, jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement une injection d'énergie qui permet de rebattre les cartes et Hmm. donc de le faire arriver à cette position de dominance hiérarchique. Ce qu'on observe, c'est que ça soit chez les humains, en fait, ou chez les primates, on observe en fonction de la place hiérarchique une courbure des épaules qui est pas la même à cause du stress
C'est-à-dire que celui qui est stressé va se courber comme ça, va se rétrécir en mode ne me regardez pas, ne me voyez pas. Et en fait, les gens qui ont eu des gros traumatismes, même les humains ou même je pense les primates en réalité, parce que tu peux avoir des traumatismes en étant un animal, vont avoir ce côté où ils vont s'inhiber, ils vont se rétrécir et ils vont avoir finalement une courbure d'épaule qui est pas la même. Et on observe que si jamais ils passent en mâle dominant, il y a la testostérone due à la victoire qui augmente et donc le thorax qui se libère, le stress qui diminue, les épaules qui se réouvrent. Et on l'observe aussi ça chez nous, c'est-à-dire que les personnes très stressées vont être Bien sûr. totalement courbées, totalement écrasées par justement cette dominance hiérarchique. En fait, ils portent presque le poids de la société sur leurs épaules, quoi. Et comme ils sont en bas de la société, en bas de l'échelle, bah C'est on casse le dos clairement. c'est précisément pour cette raison qu'avec tous les gens avec qui on travaille, quasiment tous, bah, je leur ai beaucoup parlé de ça. Et j'ai pris le problème dans l'autre sens. En fait, le fait de faire certains exercices pour corriger sa posture et pour détendre certaines zones qui sont surtendues par des années et des années de stress et d'inhibition, eh ben ça permet de corriger la posture. Et en corrigeant la posture, on impacte le système hormonal et on impacte en fait l'image que la personne aura d'elle-même et l'image qu'elle va renvoyer aux autres. Prenons un mec qui est en position de soumission, qui est voûté, qui a les trapèzes, les épaules, le diaphragme surtendu, qui a une respiration très courte, qui est comme ça en mode victime, qui est dans une entreprise depuis 30 ans et qui se fait littéralement marcher dessus. Tu prends ce mec, tu le prends quelques mois en thérapie émotionnelle et somatique et tu le fais travailler sur sa posture, il va retourner dans sa boîte. Le comportement des gens vis-à-vis de lui va complètement changer. Parce qu'il aura plus du tout la même aura et il va plus du tout inspirer la soumission. Ou beaucoup moins en Ouais, tout cas. tu le mets dans un cercle vertueux. Après, parfois, les environnements sont tellement pesants qu'il faut mieux se casser de son environnement, Oui, et un truc retrouver c'est un que cercle vertueux. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. changer d'environnement. Ouais, changer d'environnement. C'est-à-dire que changer d'environnement, de cadre de vie, de déménager, changer de job finalement, trouver une forme d'indépendance et tout, ça m'a permis de stocker de l'énergie, de la valeur, de m'économiser, puis après de sortir et d'avoir cet aspect finalement d'hibernation, puis d'éveil et de réveil en fait à un endroit. Et donc parfois il y a besoin de ce retrait sociétal un petit peu pour pouvoir stocker de l'énergie et revenir pour pouvoir réussir un peu à plus à lutter contre finalement la pression, contre tout ça, et retrouver un endroit hiérarchique dans la société qui nous convient mieux, qui nous permet d'exercer un peu de puissance sans pour autant écraser les autres et tout ça, d'exercer de la puissance sainement, c'est carrément possible. Et de ne pas rejeter sa propre puissance, du coup, de faire un travail là-dessus avec avoir cette capacité d'exercer sa puissance et ça permet de libérer. Moi, je sens que j'avais des tensions au niveau des épaules. J'ai pas fait spécialement d'exercice physique, mais juste avec justement un environnement plus sain, avec des années de thérapie, avec un Ouais, travail sur moi et tout ça, voilà. les trapèzes se sont détendus, le Parce que les stress a tensions bougé. ne sont plus utiles. Les tensions n'ont plus lieu d'être. Donc elles se Ouais. défont d'elles-mêmes. Et c'est pour Mhm. ça que si tu travailles uniquement sur le corps chez quelqu'un, quelqu'un vient te voir, il est tendu, il a mal partout, tu lui fais faire des exercices de posture, d'étirement, ça va lui faire du bien. Mais si tu ne changes rien dans le fond sur son rapport émotionnel au monde et son rapport émotionnel à lui-même, et qu'il ne change pas d'environnement en plus, les tensions, elles vont se réinstaller parce qu'elles étaient indispensables pour qu'il soit à sa juste place. C'est pour ça que pour moi, l'ordre des choses, c'est d'abord un travail sur soi émotionnel qui permet d'impacter ton environnement, qui permet de libérer quelque chose et qui permet après de travailler le corps. Voilà. Euh, après, tu peux travailler ça dans Parce que n'importe quel si ordre en tu fais pas ça, réalité, parce que parfois libérer une tension dans le corps, ça permet justement un regain, oui, comme ce que tu me décrivais la semaine dernière, t'étais bloqué au niveau de la nuque, t'as fait un mouvement, ça a libéré quelque chose, et moi j'ai bien vu la différence en l'espace de 2 semaines. T'avais perdu 40% de ton énergie et tu savais même pas pourquoi. mais Et je peux le raconter en 5 minutes, c'est intéressant, mais en gros, j'avais une douleur dans les omoplates, entre les omoplates. Et cette douleur assez handicapante, et elle avait disparu, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai fait un trajet en moto il y a 10 jours où j'étais en plein vent à haute vitesse dans une situation hyper stressante à devoir slalomer entre les camions. Et du coup, je me suis hyper tendu. Et suite à ce trajet, après toute la soirée, j'ai eu des maux de tête horribles. Et après, dans les jours qui ont suivi, j'ai été diminué. J'avais souvent des maux de tête, beaucoup de tension, j'étais pas bien. Et là, samedi, je suis à un mariage. J'ai pas d'énergie du tout, je suis pas bien, je suis dans un mood horrible, j'ai envie de parler à personne, j'ai pas envie d'être là. Et en plus, ça fait 6 mois que je me dis que j'ai pas envie d'être là, bref. Et ben, vers 23h,
Je me dis, putain, mais je sens qu'il faut que je m'étire. Littéralement, à table, je fais comme ça. 30 secondes en attrapant le pied de la chaise avec la main pour tirer vers le bas, en tirant la tête de l'autre côté. 30 secondes comme ça. 30 secondes de l'autre côté. Et là, déclic, enfin, interrupteur. D'un coup, je me sens redevenir un extraverti qui a envie de parler aux gens et qui a de l'énergie et qui a envie de partager avec le monde et qui a plus envie de se renfermer sur lui. Je devais être en mode, ceux qui connaissent un peu le système nerveux, j'étais en voie dorsale totale, complètement fermé. La contrepartie, c'est que du coup, je me suis retrouvé de nouveau ouvert et j'étais content d'être là, j'avais envie d'échanger et j'étais de nouveau très bavard et tout. Mais ça s'est fait en 2 minutes. Par contre, la douleur est revenue très très forte parce qu'en fait, les tensions sont là pour t'éviter de ressentir la douleur. Les muscles se raidissent pour éviter que tu aies mal. Et c'est pour ça que parfois, après une séance d'étirement ou après une séance de kiné ou d'ostéo, t'as plus mal qu'avant Ouais. parce que t'as levé les tensions, mais la douleur est toujours là. En bref, ça a été une expérience assez intéressante Ouais, et ça c'est illustre fou, ce ça. qu'on dit, quoi. Voie dorsale, tu peux détailler? C'est la théorie polyvagale, les Ok. différentes branches du système nerveux sympathique, parasympathique. Et en gros, la voie dorsale, c'est quand tu es sur la défensive. Tu es en mode je suis en T'es en mode, danger, le monde est une t'es en agression, mode j'économise sympathique, mon du coup? énergie. T'es en mode sympathique quand t'es en voie dorsale? En mode stress? Alors, si je dis pas trop de conneries, en gros, tu passes en dorsale quand tu as été en sympathique pendant trop longtemps et que tu t'es épuisé. Ok. Ok. Système sympathique, quand t'es en sympathique, ça veut dire que ton stress augmente, ta pression artérielle, Quand tu es en sympathique, mais c'est en que tu fait, es en train t'es en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, en fait. Le voilà. système nerveux Et ton système sympathique, sympathique, c'est ce qui te vas-y, permet pardon. le système nerveux sympathique, c'est un mode où tu dépenses de l'énergie, tu es actif, tu es à des niveaux de stress élevés. Le parasympathique, c'est quand tu lèves le pied, tu freines et tu es plutôt en mode emmagasiner de l'énergie. Par exemple, quand tu digères, tu es en parasympathique. Et c'est pour ça que tu peux pas être hyper performant physiquement et cognitivement en même temps que tu digères. Si tu fais Mhm. énormément de sport alors que tu es en train de digérer, tu vas vomir parce que ton corps il se dit OK, on va enlever la bouffe là, on va vomir parce qu'apparemment il y a un lion qui nous pourchasse, tu vois. Mhm. Tu peux pas tout faire en même temps, quoi. Et encore une fois, quand tu es dans la toute puissance, tu veux pas de coup de barre après manger, donc tu vas marcher un peu, puis tu bois un café pour éviter le crash, et du coup tu fais un jeûne intermittent, comme ça t'as pas de coup de barre. D'accord. On te regarde, on voit où t'en es dans quelques mois, quoi. Ouais, c'est surtout que ça peut facilement être épuisant pour le corps. Il y a des personnes qui le tiendront très bien, mais tout le monde n'a pas l'énergie, en fait. Hmm. C'est ça. Tout le monde n'a pas Et comme l'énergie. on est dans un monde de plus en plus concurrentiel, où c'est de plus en plus difficile de s'extraire, mais que on est influencé par des mecs qui font des millions sur Internet, soit parce que c'est des dominants éthologiques, soit parce que c'est des escrocs, on se dit qu'on peut tous le faire. Comme on est tous plus ou moins psychotiques, on pense qu'on peut tous le faire, et donc on essaie de tous le faire, de se mettre dans des situations où on devient accro au stress pour carburer, pour être dans limitless, et on finit par s'épuiser parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ouais, clairement. Et il y en Et au a un lieu sur 1000 qui a le biais du survivant parce que lui, il avait la bonne génétique, et avec son biais du survivant, il fait des vidéos YouTube pour dire, regardez, moi je l'ai fait, faites comme moi. c'est ouais, c'est vendre de l'être pour de l'avoir. Alors peut-être qu'on va arriver dans un monde où je pourrais te vendre un truc qui modifie ton génome pour faire de toi un dominant. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, puisque bientôt tu pourras payer 50 000 balles aux États-Unis pour sélectionner l'embryon de ton gosse et avoir le gosse le plus grand, le plus intelligent, le plus beau. Mais bon, à l'échelle de l'espèce, je pense que si on fait ça, on va faire tellement monter le niveau de compétition qu'on va épuiser les ressources, on va mettre trop dans... Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? et puis même, on va faire ça. Et oui, mais je pense que si tu favorises l'intelligence, en réalité, l'intelligence, ça sert à faire plus avec moins. Moins Et donc, d'agressivité. donc moins d'agressivité aussi, parce que C'est plus vrai, de capacité à formuler ses besoins, plus de capacité. L'agressivité vient quand les mots manquent, et l'intelligence permet de formuler bien davantage. c'est vrai. Donc, si tu les sélectionnes sur des critères, si tu arrives vraiment à faire ça, bah, alors tu peux augmenter stratégiquement, tu peux augmenter la performance d'une société. Mais le contre-coup de ça, c'est que tu impactes la nature, tu l'empêches de faire des stratégies mixtes, tu fais des stratégies parfois trop similaires, c'est-à-dire que tu fais trop des clones, et Ouais, donc l'espèce est en danger parce que la diversification permet la survie de ouais. l'espèce. Et tu as encore Euh, mis tout en haut de la liste des priorités l'égalité. Alors, dans un système socialo-communiste comme la France, on veut que tout le monde soit médiocre. Genre le prof, il s'adapte à l'élève le moins bon de la classe, parce qu'on veut de l'égalité. Là, dans un système full capitaliste à l'américaine, super méritocratique, on veut que tous les gamins soient au top, soient tous des génies, beaux gosses, grands. Et du coup, c'est encore dans une recherche d'égalitarisme, parce qu'on veut encore qu'il y ait personne qui perde et que tout le monde gagne. C'est pas possible. c'est en réalité, tu t'occupes des plus démunis avec la ressource en plus que tu crées. Mais d'abord, tu t'occupes de toi. Et en fait, c'est ça le profond malheur de notre société, c'est que
il y a plein de gens détruits qui s'occupent d'autres gens détruits pour se réparer eux-mêmes parce qu'ils savent pas le faire en réalité. Donc ils le font pas du tout au nom, enfin ils le font au nom du bien, mais en réalité c'est parce qu'ils sont ravagés. J'en ai fait partie pendant longtemps. C'est pour ça que je fais ce métier d'accompagnement, de coach et tout ça. Parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai été détruit moi-même. Ce qui est le syndrome de 90% des gens qui sont en école de psychologie ou qui sont là-dedans. C'est en fait, ils sont ravagés eux-mêmes, donc ils vont aller aider le monde pour se sauver eux-mêmes parce qu'en fait, finalement, on fait à l'autre ce qu'on veut qu'il nous fasse. Et donc, on va sauver le monde pour qu'il nous sauve en retour. Alors que en fait, il faut mieux se concentrer sur se sauver soi-même. Et après, on peut réellement aider l'autre, selon moi, mais plus depuis un espace de je comble en réalité mes propres besoins à travers toi, mais je viens vraiment t'aider. Et ça, ça demande un gros travail sur soi. Et le malheur de notre société, c'est que c'est des gens qui ne sont pas construits, qui n'ont pas comblé leurs besoins de base, qui n'ont pas les ressources affectives, financières ou ce genre de trucs, qui vont aller aider le prochain. Et donc, enfin, c'est le schéma le plus classique. Et donc, en réalité, tu ne viens pas vraiment. Enfin, tu viens aider d'une certaine façon, mais tu viens aussi détruire parce que tu, tu, tu ne peux pas inspirer la confiance et inspirer le fait que d'autres vont se construire finalement en t'observant, en regardant commenter, en te prenant comme modèle, si jamais tu es détruit. C'est-à-dire que tu vas recréer des traumas chez la personne, tu vas recréer des déficiences, tu vas recréer Ouais. ce genre de trucs. Et donc, la première étape, c'est d'abord de se concentrer sur ses besoins. C'est le cycle de la vie, c'est-à-dire l'enfant se concentre sur lui, il crée une situation d'abondance affective et financière. Et dans un second temps, s'il a la ressource, il construit une famille. Le problème, c'est que très souvent, c'est des gens un peu démunis qui font des enfants pour se réparer sur leurs enfants, qui referont des enfants pour se Oui, réparer et sur leurs enfants. puis Et dans le un cycle de système, la destruction est en cours, quoi. non seulement le cycle de la destruction est en cours, mais il est accéléré sous couvert de bien-pensance, puisqu'aujourd'hui en France, quand tu es un peu brisé et que tu pas les capacités de subvenir à tes besoins, bah, on te donne de l'argent. Et donc tu fais des gosses. Et Oui. pendant ce temps-là, on a pris de l'argent à des gens qui avaient eu suffisamment d'énergie et qui étaient suffisamment bien construits pour s'occuper d'eux. Et comme tu leur as pris la moitié de leur argent, ils vivent dans un appartement où ils ont qu'une chambre alors qu'ils ont 30 ans. Ils peuvent pas s'acheter de maison, donc ils font pas de gamins. Parce que Non, ils malheureusement pour eux, ils font sont un un peu trop. gamin parce qu'ils peuvent pas faire plus. Le gamin est stressé parce qu'il habite en ville dans une boîte à chaussures. Les parents s'embrouillent parce que ils peuvent pas avoir de vie épanouie sexuellement et tout ça sans que l'enfant pleure, se réveille ou vienne les voir. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de possibilité de se construire correctement. Enfin, Ouais. pendant le confinement, moi j'ai des gens de ma famille qui vivaient dans je sais plus, 70 mètres carrés avec deux gosses qui dormaient dans la même chambre. Quand il y en a un qui pleure, ça réveille l'autre. Du coup, ils sont tout le temps fatigués, stressés, les parents gueulent. Donc, ça augmente le stress des enfants. Donc, les enfants sont moins bien. Et les premières années de construction sont importantes. Donc, finalement, ça diminue leur performance et ça impacte la génération suivante et ainsi de suite. Et donc, en prenant la ressource des gens qui arrivent à créer un petit peu d'abondance pour la distribuer à des gens plus pauvres, tu diminues la capacité à entretenir des enfants qui auraient une meilleure génétique. Et donc, tu fais un transfert de sélection naturelle, tu la supprimes à un endroit, mais pour la remettre sur l'organisme global. Et donc, tu retardes juste la chute, en fait. Mais la chute, la sélection naturelle est saine parce qu'en fait, elle permet des purges de la société. Et si jamais tu le refuses au niveau micro, ce que je comprends, tu te dis, bon, bah, je sauve là. Oui, mais tu tues le système global. Donc, là-dessus, c'est C'est fou parce que chacun voit midi à sa porte et comment il veut réagir par rapport à ça, quoi. j'ai l'impression que plus quelqu'un refuse cette violence du monde, plus c'est le signe qu'il la refuse chez lui. Donc en fait, faut Ah, mais mettre c'est tous sûr. les gosses à sport de Mais combat. non, mais puis surtout, c'est surtout que plus il la refuse chez lui, plus il la projette chez l'autre, et plus il voit la violence chez l'autre comme étant, comme ne faisant pas partie de lui, tu vois. Euh, alors que si chacun se responsabilisait de sa propre violence, la société irait beaucoup mieux, quoi. Les individus et la société par effet de domino. Juste un exemple pour montrer à quel point le fait par idéologie de rejeter sa propre violence, de ne pas vouloir voir son propre égoïsme, ça peut te faire passer à côté de moyens très simples de t'élever dans l'échelle de dominance hiérarchique d'accumuler du capital. Par exemple, le, le, le gauchiste un peu attardé de base qui dit ouais, les entreprises font des super profits, ça va tout dans la poche des actionnaires et nous on n'a rien. Bah frérot, tu tapes Boursorama, en 3 clics tu t'ouvres un PEA ou un compte titre et t'achètes des actions et tu toucheras des dividendes en fait. Et tu vas arrêter Et de en nous fait, casser les vaut couilles. mieux ça que de faire confiance à l'État
est complètement à perte, qui est une entreprise qui est complètement à perte et qui fait une retraite par capitalisation qui est en réalité de l'exploitation des générations futures par les générations passées. Ce qui est immoral à un point. Mais c'est une inversion même du principe de la sauf thermodynamique. sauf que tu as l'illusion que c'est bon, tu vois. Mais c'est une violence à un point d'endetter ses enfants pour continuer à vivre dans un mode de vie qui ne fonctionne pas. C'est hallucinant. C'est 1000 fois plus violent que des entreprises qui font des super profits, en fait. Ouais. Oh, il y a une vidéo à faire là-dessus. Pourquoi la retraite par capitalisation est plus violente que les entreprises du CAC 40 qui font du super profit? Parce que du coup, c'est vraiment prendre l'énergie de ceux qui ont le plus d'énergie, le plus de capacité à se reproduire et à pérenniser l'espèce, et le donner à des gens qui sont en fin de vie pour les maintenir. Bref, il y a qu'un moyen d'inverser ce phénomène ou d'en tirer profit. C'est d'avoir un produit, d'avoir une offre, d'entreprendre et de développer une offre ou un produit qui va bien se vendre auprès des retraités pour récupérer l'argent. Mais sauf que c'est une violence qui est normalisée. Et comme le social est plus important que la violence objective, tu vois, alors on réagit pas parce qu'en fait ça fait partie de la norme. Et en fait, ce qui est violent pour nous, c'est la normale plus que le normal, en fait. Et puis, ils ont cotisé eux aussi. Hein. Ouais. Oui, mais quand ton système marche pas, en fait, t'as beau avoir cotisé, ça change rien. Tu as plus d'argent que ce que t'as cotisé, donc ça marche même pas. Oui, et puis ils comptent en valeur nominale alors que l'euro a perdu de la valeur. Enfin bref. Ouais. Les crapauds. Il parle d'un truc, du coup, dans son bouquin, tu m'as lancé vite fait dessus. Il parle des crapauds à pied de bêche. Le crapaud à pied de bêche, qu'est-ce qu'il fait? Il vit en Arizona, si je dis pas de bêtises, dans le fleuve et tout ça. Et je ne dis pas de bêtises, c'est en Arizona. Et il s'enterre en cas de canicule et tout ça, parfois pendant des mois en hibernation, pour éviter de déshydrater le corps, en fait. Ça lui permet une chose, c'est de survivre. Et au moment où la pluie commence à revenir, le crapaud sort, il se réveille, il y a un gain de testostérone. Et comme nous, après, finalement, ils ont un pic de testo, donc ils vont plus se reproduire, ils vont plus être agressifs, ils vont aller chercher les femelles les mieux pour se reproduire. Et on retrouve ça chez l'humain. L'humain va stocker de la ressource. Par exemple, il explique un truc dans le livre, et le livre date un peu, du coup, cette information, il faudrait vraiment aller la vérifier. C'est le fait que le corps, une demi-heure après avoir mangé, a un gain d'énergie. Il produit plus de chaleur, il va mieux et tout ça. Enfin, il y a un truc, il y a un regain d'énergie. Pourtant, l'alimentation, selon lui, n'est pas encore passée, enfin, selon les études sur lesquelles il s'appuie, n'est pas encore passée dans le sang. Oui, non, au bout d'une demi-heure, t'as rien assimilé du tout de ce que t'as mangé. Ouais, bah peut-être du coup. Ça veut dire que le corps humain produit de l'énergie parce qu'il se dit je débloque les stocks d'énergie que j'ai en réserve puisque il y a un signal dans l'organisme de c'est bon, il y a de la nourriture après qui va remplacer les stocks finalement de ressources. Et le crapaud marche de la même façon à cet endroit-là, il stocke de la ressource, il la garde et au moment où il y a ce moment propice, il va sortir, il va être plus agressif, il va plus se reproduire et tout ça, et il y a toutes ces augmentations qui sont intéressantes. C'est marrant parce que tu peux faire la transposition à l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Donc tu peux te dire que si tu réfléchis pas et que tu réagis de manière instinctive, bah tu vas avoir tendance à dépenser plus d'argent si tu sais que dans les prochains mois et prochaines années, tu vas en gagner beaucoup. Et donc, si tu arrives à lutter contre ça et à utiliser ton mental pour te réfréner, bah peut-être tu vas réussir à économiser et freiner et de pas trop dépenser. Moi, personnellement, j'ai du mal à faire ça. Donc, j'investis l'argent dans des actifs, ce qui fait que l'argent n'est plus sur mon compte. Mais si l'argent est sur mon compte, je sais que je vais dépenser plus parce qu'il est là, disponible, tu vois. Ouais, je vois. Augmentation de la confiance et du coup, tu vas brûler la ressource. Ouais. Oh, bah, et le problème de ça, c'est que du coup, en fait, l'auteur soulève un point, c'est que la chance est dangereuse pour l'humain. Parce que quand, justement, une espèce, une culture, une partie d'une population, une personne a un facteur chance, un signe noir qui lui tombe dessus, élevé, avec une ressource en abondance qui se crée, alors il a plus d'énergie, donc il a plus de testo, donc il va aller plus conquérir, et donc il y a du chaos qui va se recréer dans le monde, parce que justement, il y a cette volonté de conquête. On a observé à travers toutes les civilisations, en fait, on observe des progrès technologiques qui amènent à une abondance de ressources, qui amènent à plus de conquêtes, qui amènent à plus d'abondance de ressources, etc., etc.
et jusqu'à un cycle, justement, un moment où ça stagne. Et donc la chance est dangereuse à cet endroit-là. La chance, du coup, peut induire une perte de contrôle et une perte de stabilité. Il dit cette phrase que je voulais retrouver. La pauvreté est un terme relatif. Les pauvres sont simplement ceux qui se trouvent au plus bas échelon de l'échelle hiérarchique. Et qu'en réalité, l'échelle hiérarchique est plus importante que la pauvreté objective. C'est-à-dire que t'as beau avoir, on vit comme des princes en soi, mais on vit comme Louis XIV, enfin, on vit comme des princes à un endroit. On a des gens qui nous En servent, termes on de peut les payer. dépenses d'énergie, Ouais. on vit de manière très fastueuse. Ouais. Mais ils disent ce qui est important, c'est pas la pauvreté objective, c'est notre place dans la dominance hiérarchique. Et un endroit, tant que t'as pas fait, selon moi, un travail d'introspection, t'es encore dicté par ce truc très primitif, tu vois. Et donc tu peux t'en émanciper d'une certaine façon et arrêter de jouer à ce jeu très qui est ancré en nous génétiquement à un endroit et plus choisir d'y jouer, tu vois. Et ce qui est pas la même chose de se faire jouer par le jeu de la nature Ouais. jouer avec la nature, tu Mm. vois. C'est ce Et que je dis disait pas la d'aller vie. à l'encontre de ces lois, mais je dis juste que tu peux reprendre une forme de pouvoir sur toi, tu vois, qui est agréable et que tu retrouves, je pense, avec l'âge aussi, parce que tu es moins dicté hormonalement Ouais. à 40 ans qu'à 20 ans, tu vois. Oui. Et Mais tes du coup, hormones te dictent moins de choses parce elles sont moins profuses et tu es moins en âge de te reproduire. tu trouves ça en vieillissant, mais ça induit une perte de capacité. Alors que par un vrai travail sur soi, tu peux développer ça sans pour autant perdre la capacité à, et donc être vraiment souverain. Clairement. Et c'est exactement, enfin, c'est en partie ce qu'on propose, ce qu'on fait avec les clients d'ailleurs. Ouais. En tout cas, chez ceux qui le perçoivent, parce que tout le monde ne vient pas en ayant conscience de ça, et il y en a avec qui on n'en parle pas parce que c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, mais en tout cas, si c'est votre cas, nous on trouve ça passionnant. Voilà, voilà. Bon, je pense Très qu'on peut bien. s'arrêter là-dessus, en vrai. Bah ouais, écoute, comme d'hab, allez voir le lien dans la bio, faites le test là pour voir à quel point est-ce que vous pouvez vous mentir à vous-même et à quel point est-ce que vous pouvez être déjà vachement atteint par le stress chronique et tout ce qui va avec, l'inhibition, la fatigue chronique, etc., etc. Vous verrez, à l'issue de ce test-là, vous allez voir une vidéo de 20 minutes dans laquelle j'explique comment on travaille, à qui ça s'adresse, qui on est, comment on travaille, quel est un peu notre parcours. Et vous pourrez réserver un appel avec moi pour en parler, si ça vous chante. Et puis comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne de Tim, je pense que ça va être sur ta chaîne cette vidéo. Ouais, je pense. Venez voir la mienne et allez voir la chaîne Adoméos témoignages et études de cas. Et puis la Ouais. chaîne sous pression, voilà, il y a 4 chaînes YouTube. Si vous n'êtes pas abonné aux 4 chaînes YouTube, vous n'avez aucune chance de monter dans l'échelle de dominance hiérarchique dans les 20 prochaines années. C'est une évidence. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Ciao.